Cécile d'Investir Réussir sa vie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour à toutes et à tous. Alors Gaëtan, vous le connaissez, bonjour, vous le connaissez certainement parce qu'il est souvent dans les vidéos en fait, parce que c'est un bon investisseur et du coup il y a beaucoup de gens qui ont envie de l'interviewer, c'est normal. Donc Gaëtan, t'en es à 7 biens, tu m'as dit ça, t'as encore signé un bien? Oui, ce matin même. Je suis rentré chez le notaire à 11h moins quart, je suis ressorti à 11h20 et j'ai acheté mon numéro 7. Numéro 7, voilà, maintenant ça se compte en numéros en fait. J'ai numérote. Tu es aussi propriétaire de parking, je crois. Hein. Oui, 3. 3 parkings, Oui, ouais, c'est ça. oui. Donc, ouais, t'as une super chance. T'es marié il y a combien de temps? J'ai commencé en 2012, mémoire. 2012, donc on est en 2016. En 4 ans, t'as acquis 7 biens immobiliers plus les parkings. C'est ça paraît juste énorme pour quelqu'un qui a jamais investi en fait. Oui, mais moi je suis un être fait du chaos comme vous tous. Donc si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Exactement. Alors en fait, tu es salarié. Oui. Et tu fais ça, donc c'est du revenu qui vient en complément de ton activité salariée en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc c'est. En fait, c'est un revenu qui me permet de réinvestir. Parce qu'on en parlera peut-être après, mais moi quand j'investis, je mets systématiquement de l'apport. Et beaucoup d'apport. D'accord, donc tu mets tu constitues ton patrimoine immobilier. C'est ça. Et tu es en train de le faire grossir, donc c'est pas de l'argent auquel tu touches pour vivre. Non, pas du tout. Non, Non, c'est un plus. Tout le cash flow que je sors des appartements, je le réinvestis pour acheter d'autres appartements. Par exemple, là aujourd'hui, je viens d'acheter un appartement, j'ai mis 37 000 euros d'apport. D'accord, ok. Ouais, et tu es en région parisienne, Oui. donc tu investis sur la région parisienne Uniquement. Uniquement, d'accord. Donc Très on peu peut à encore Paris. trouver des bonnes affaires sur la région parisienne, parce qu'on se dit c'est un marché qui est un peu saturé parce qu'il y a. Les prix immobiliers sont assez chers au mètre carré, je veux dire. Enfin, si on prend un bien qui est déjà. On est aux alentours de 10 000 euros du mètre. Ouais. Moi, je suis je cherche mes biens sur ce loger et je vois passer entre 1 et 2 bonnes affaires par semaine. Waouh. Donc, c'est dire que c'est possible. D'accord. Entre 1 et 2 par semaine. Alors, qu'est-ce que tu appelles une bonne affaire justement? Alors, une bonne affaire, c'est un bien qui est bien situé. D'accord. Moi, j'achète l'emplacement et que l'emplacement. Ok. Donc là, par exemple, on est dans un de tes appartements qui est situé à côté du parc des expositions de la porte de Versailles. On est vraiment à côté, on est à 5 minutes à pied, quoi. Ouais, même pas. Ça fait partie de tes critères. Donc tu as C'est ça. choisi Oui. ce logement pour ça. Oui, c'est ça. Et Uniquement. qu'est-ce que ça te permet? Ça te permet de remplir. C'est ça. C'est-à-dire que là, celui-ci, j'ai donc une location saisonnière et ça me permet de remplir, bien sûr, mais ça me permet également, si je le loue, je suis à 15 minutes de la Concorde parce qu'il y a un métro ici, la ligne 12, et on mène directement à la Concorde. Donc ça me permet les deux. Ouais. Mais ce qui compte, c'est vraiment l'emplacement, en tout cas pour Paris, être près d'un métro, Ouais, c'est ça. à côté. Moi, là, j'en ai deux. Là, j'en ai un là qui a 4 minutes à pied, j'en ai un là qui a 2 minutes à pied. Donc l'emplacement, c'est très important. La luminosité également. Les gens D'accord. détestent vivre dans une grotte. Donc, la luminosité, c'est capital. Ouais. Et au fond, il faut vous demander si vous-même ou vos enfants, si vous avez des enfants, vivriez dans cet appartement. D'accord. Si la réponse est non, il ne faut pas l'acheter. Ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est que quand vous allez le mettre en location et que vous mettez le bien en location sur un site internet, il faut que vous crawliez sur les demandes. Ouais, C'est ça. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de demandes, vous pourrez choisir votre locataire. Si vous n'avez pas beaucoup de demandes, vous ne pourrez pas choisir votre locataire et vous pourrez tomber sur un mauvais locataire. Ouais. Donc, il faut privilégier, sélectionner un bon bien. Et qui dit bon bien, dit bon locataire. Parce que si c'est un bon bien, il y aura beaucoup de concurrence sur ce bien-là. Et donc, vous ferez votre choix. Si vous avez 2-3 personnes seulement, parce que le bien, il est bruyant, il n'est pas lumineux, il est sale, etc., vous allez avoir un mauvais locataire qui ne vous paiera pas. Ouais, c'est ça. Alors, ok Gaëtan, on comprend bien ça, enfin ça paraît logique en fait, hein. Mais on se dit, on est sur, tu disais 10 000 euros du mètre carré sur la région Paris, sur Paris? Pas ici. Paris, hein. Oui, Ouais. pas ici. Donc là on est à la périphérie, Oui. mais on touche Paris quoi. On est à 7000 ici. Ouais, c'est ça, d'accord. Et toi, tu arrives quand tu dis que tu vois passer 2 bonnes affaires par semaine ou 1 à 2 bonnes affaires par semaine, c'est quoi en termes de prix en fait? C'est pas tellement en termes de. Alors, c'est en termes de prix parce que moi je prends que des petites surfaces, D'accord. mais c'est aussi en termes de prix au mètre carré. Oui, Donc, au mètre carré, je voulais dire. d'accord. Ça veut dire que la moyenne à Paris c'est 10 000. Eh bien,
si j'ai un 13 mètres carrés, 85 000 euros, je trouve que c'est une bonne affaire. On doit être, je sais pas combien ça fait, on doit être autour de. Je suis nul en maths. Entre 7 et 8 000, Ouais. ça c'est une bonne affaire. Ouais. Donc, il faut être bien en dessous du prix du marché, à 20, au moins 20% en dessous du prix du marché. Ça c'est une bonne affaire. Ouais. Et peu importe qu'il y ait des travaux ou pas. Si, surtout il faut des travaux. Surtout il faut des travaux. Pourquoi? Parce que s'il est dégradé le bien, ça veut dire que il y aura une décote à l'achat. En plus, vous êtes maître ensuite de ce que vous pourrez faire dedans. Vous pouvez modifier l'agencement. Et donc du coup, vous allez avoir un bien qui sera nickel, qui sera tout neuf. Vous allez mettre un coup de peinture, vous allez mettre des placos, remettre un coup de peinture dessus, changer l'emplacement dessus de cela. Voilà. Et là, vous allez pouvoir le louer beaucoup plus cher. Et surtout, sur un plan fiscal, vous allez pouvoir déduire les travaux. Que vous soyez... moi, personnellement, je suis en loueur meublé non professionnel. Mais si vous êtes en revenu foncier, que je déconseille, le revenu foncier, c'est quand c'est pas meublé. Si vous êtes en revenu foncier, même en revenu foncier, vous pourrez déduire. Si vous êtes au réel, vous pourrez déduire vos charges. Donc dans tous les cas, il faut un bien qui soit dégradé, de manière à faire des travaux, pour que ces travaux puissent les déduire de vos charges. Ouais, c'est ça. Et donc on va réduire notre fiscalité, voire l'annuler complètement, c'est le but. Voilà, l'annuler, voire reporter le déficit sur l'année les sur l'autre. années suivantes. On peut reporter sur 5 ans, c'est ça? Dans 7 ans. 7 ans. La première année est plus 6 ans. Donc première clé, l'emplacement. Deuxième clé, le bien. Lumineux, pas vu dans une grotte, et puis qui soit agréable, enfin voilà, bien placé. Voilà. Ensuite, le locataire. Ouais. Idéalement, il faut sélectionner un locataire qui ne paye pas ses loyers. Alors je m'explique. Il y a des locataires qui ne payent pas, et c'est ce que je veux dire, c'est là où le jeu de mots, eux-mêmes leur loyer. Par exemple, les étudiants ne payent pas eux-mêmes leur loyer. Oui, parce que leurs parents se portent caution. Voilà, les parents sont caution en garant. Vous avez des gens, par exemple, qui sont à la CAF. Alors, le paradoxe, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais comme c'est la CAF qui paye, le virement est fait par la CAF tous les mois. D'accord. Alors, là où il peut y avoir des problèmes, c'est quand la personne reprend un travail sans dire la CAF, et que la CAF du jour au lendemain stoppe les versements. Et ensuite, le troisième point, ce sont ceux qui sont sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle. D'accord. Donc toi tu reçois, mettons, des gens, des candidatures, entre guillemets, ils envoient leur dossier, et tu vas sélectionner parmi ces gens-là les gens qui sont dans le cas de figure dont tu viens de parler, c'est ça? Moi, je privilégie des étudiants. Mais si jamais j'ai quelqu'un j'ai un tuteur qui m'appelle, un curateur qui m'appelle, voilà, j'ai quelqu'un pour vous, est-ce que vous pourriez le prendre? Moi je le prends. Parce que c'est pas lui qui paye son loyer. Tous les mois, le tuteur a fait le chèque. C'est ça. Et pour la CAF, bon, alors la CAF, ça dépend du type de personne, mais paradoxalement, c'est pas parce que vous allez avoir quelqu'un qui est salarié, qui va gagner 10 000 euros par mois, qui va payer son loyer. Il peut être avocat, notaire, ce que vous voulez, au bout de 2 mois, il peut vous mettre des impayés. Donc le troisième point, c'est le locataire, et bien sûr le dernier point, c'est la rentabilité. C'est-à-dire qu'il faut que le bien vous rapporte. Il ne faut pas que le bien, tous les mois, coûte de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut acheter le bien au prix le plus bas possible, parce que ça augmente la rentabilité. Pour avoir une rentabilité immédiate. Mécanique. Pour faire augmenter cette rentabilité, il faut mettre de l'apport. En tout cas, à Paris, en région parisienne, si vous ne mettez pas d'apport, vous aurez soit un revenu, un loyer qui va être supérieur à ce que vous payez tous les mois Inférieur, tu veux dire? Un loyer qui va être inférieur en mensualité. C'est ça, pardon, inférieur en mensualité, donc vous allez sortir de l'argent de votre poche, soit qui va être égal, mais c'est pas terrible. Oui, donc, on ne va pas gagner d'argent. Non. Sauf à faire de la location saisonnière comme tu fais ou pas? Pas forcément, pas parce que... Alors, je te laisse finir. Non, mais je reprends ta question là. Quand vous achetez un bien et que vous l'achetez pour faire la location saisonnière, il faut calculer la rentabilité comme si vous le louiez en normal. Parce que si un jour vous ne pouvez plus faire la location saisonnière, il faut que vous puissiez, en le louant de façon classique, toujours avoir du cash flow et une rentabilité. C'est ça. Donc, on fait l'achat et l'estimation de telle façon que le bien il soit rentable sans la location saisonnière. Et si la location saisonnière, là on prend du plus. Et c'est ce qu'on va présenter à la banque. C'est ça. Parce que si un jour ou l'autre, pour une raison ou pour une autre, par exemple les voisins ils se rendent compte que la location saisonnière, le syndic, ils ne sont pas d'accord, etc. Là, vous allez être dans un business model qui ne sera peut-être pas rentable, parce que vous aurez fait votre business model avec les revenus de location saisonnière. Et le deuxième point, moi ce que je fais, et ce que je suggère,
c'est de mettre de l'apport. D'abord parce qu'il y a certaines banques qui ne prêtent pas les frais de notaire. Donc, vous êtes obligé de mettre au moins ça. Ensuite, parce que il y a la banque ne prêtera pas non plus pour faire les travaux, quoi qu'il y en a qui le font. Mais surtout, parce que si vous ne mettez pas d'apport, plus vous mettez d'apport, plus votre rentabilité va augmenter, plus votre cash flow, c'est-à-dire la différence entre les revenus, le loyer et les charges, va augmenter. Donc moi, je mets systématiquement d'apport, de manière à ce que j'ai au moins, au minimum 150 euros par mois. 150 euros par mois, ça va me payer la taxe foncière, ça va me payer les charges non récupérables sur le locataire, et voilà. Donc, je ne veux pas que l'appartement me coûte de l'argent. Et en plus, moi j'ai des enfants, si demain je décède, j'ai pas envie de laisser à mes enfants des appartements en négatif, et eux ils sont obligés au moins qu'ils aient au moins une centaine d'euros par mois. Et alors, au niveau de la mixité de type de location que tu fais, parce que tu as cet appartement, donc tu parlais de la location étudiante, est-ce que tu mixes location saisonnière et location étudiante? Non, parce que j'en ai un que je suis en train de louer en location classique professionnelle. D'accord. Parce qu'au début, je voulais faire un achat-revente et ça s'est mal passé pour les travaux, donc j'ai perdu de l'argent et du coup, je ne peux plus le revendre. Parce que le cash flow que je vais faire, ce serait ridicule. Donc je vais le louer en location classique, celui-ci. Donc j'en ai un en location classique. Les autres, j'en ai deux autres en location saisonnière. Et les autres, un autre que je loue à une étudiante. Et les deux autres, en fait, je les ai achetés, ils étaient déjà loués. D'accord. Celui que j'ai acheté aujourd'hui, ce matin, il est déjà loué. D'accord, donc tu vas continuer avec le bail en cours, quoi. Oui, j'ai 450 euros de crédit et le gars il paye 570, 780 je crois. D'accord. Donc ça fait une centaine d'euros en plus. Là ça va. Donc en fait, là je mixe, mais idéalement, si vous pouvez, ne faites que la location pour étudiants. C'est pour ça que si vous êtes dans une ville de province, louez, achetez à côté d'une université, d'une fac, du centre-ville et trouvez. D'accord. La stratégie derrière ça, c'est d'avoir des locataires qui payent, quoi. C'est ça. Ça. Parce que alors, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, l'étudiant, il va pas rester longtemps. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Moi, je prends des étudiants d'école de commerce et je prends des étudiants qui sont de première année. Parce que je sais qu'il reste 2 ans. Parce qu'au bout de la deuxième année, ils partent en stage à l'étranger. Donc je sais qu'au moins pour 2 ans, ils vont rester. Et franchement, et faire un changement de bail tous les 2 ans, c'est pas non plus. C'est pas compliqué. Surtout s'il y a beaucoup de demandes opportunistes. Oui, c'est vrai. Alors, moi, quand je mets en location, j'ai 20 mails par jour et 10 coups de fil par jour. Ouais, c'est le cas sur des villes comme Toulouse aussi où je suis. Donc, en une semaine, c'est loué. Ok. Donc, on a dit le bien, le locataire, l'emplacement et la rentabilité. On a le package. Ok, merci pour ces conseils, Gaëtan. On va suivre encore tes aventures. Je pense qu'on devra refaire une interview d'ici quelques temps. En septembre. En septembre, d'accord. Numéro 8 qui arrive. Ok, super. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo avec des gens qui veulent investir dans l'immobilier si vous avez aimé. Et puis vous pouvez suivre Gaëtan. On va mettre les différents liens parce qu'il a aussi d'autres business que l'immobilier et il est présent partout. Donc on va mettre tous les liens vers ces différents. J'ai aussi de l'immobilier à faire papier. Les SCPI. Bon, on en reparlera. C'est pour mon père de famille, ça. On en reparlera. C'est ça. Merci, à bientôt.